d'abord par remercier M. Leroy de Constantine pour toute l'attention qu'il a accordée aux délégations qui sont venues de différents pays. Je le remercie et je remercie toutes les autorités locales qui vous ont attendu et qui attendaient ce moment-là. Je voudrais également remercier M. l'ambassadeur de Tunisie de nous faire l'honneur d'assister avec nous à cette séance inaugurale hautement symbolique. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Je remercie l'ensemble des collègues. Je remercie tous ceux qui ont, comme le professeur, notre président Luis Frontera Carreras, qui a parcouru l'Espagne, d'une ville que nous aimons beaucoup, le Maghreb, d'Ishbilia jusqu'à Marseille par route, puis par mer jusqu'à Alger, et il a traversé toute l'Algérie pour être avec nous aujourd'hui. Je le remercie beaucoup. Et nous vous sommes très reconnaissants. Je voudrais également souligner au nom du comité d'organisation de ces journées méditerranéennes de médecine légale, pour qui la tâche a été extrêmement exaltante et même si nous avons prêché quelquefois par certaines insuffisances, de toutes les façons, la formation continue est faite pour corriger ces insuffisances. Je vous présente donc mes remerciements pour avoir répondu à notre invitation, pour honorer de votre présence et participer aux travaux des 17e Journées internationales de médecine légale dans la cité millénaire et capitale de Massinissa et d'Ibn Badis, Constantine. Je voudrais manifester ma gratitude aux membres du conseil d'administration de la Société méditerranéenne de médecine légale, et particulièrement au président d'EFA, le professeur Kashma Laziz, dont je salue l'épouse qui est avec nous, son fils et sa belle-fille. Le professeur Abdelaziz Racham est un homme exceptionnel. C'est un Maghrébin qui avait l'Algérie dans son cœur, et toute sa famille est là autour de nous aujourd'hui, et ils ont traversé aussi toute la Tunisie et une bonne partie de l'Est algérien pour être avec nous dans un moment de douleur, puisque le professeur Abdelaziz Racham nous a quittés le 2 octobre. Le professeur Boisé disait de lui, le professeur Boisé, président de la SIG9, disait du professeur Abdelaziz que c'est un homme exceptionnel, il ne s'est pas trompé. En tout cas, personnellement, je salue sa mémoire et je salue toute sa famille, ceux qui sont ici présents et ceux qui sont en Tunisie, et tous les collègues tunisiens qui sont ici présents. Et monsieur l'ambassadeur, transmettez aux plus hautes autorités mon affliction à la suite de la perte de ce regret. Par ailleurs, en votre nom, je félicite encore une fois le professeur Fontella pour ses nouvelles fonctions de président intérimaire de notre association et pour les efforts qu'il a toujours déployés afin que la Société méditerranéenne de médecine légale, créée il y a 30 ans à Montpellier, continue à promouvoir la coopération, le savoir et la connaissance dans une discipline qui a vu se développer
des filières comme la génétique, la médecine légale de trafic, le dopage, et je m'arrête là. Votre présence dans la ville de Constantine, une ville historique de notre pays, terre d'accueil et de tolérance, confirme la vocation internationale de notre société qui, pour la première fois, tient ses assises en Algérie, qui développe depuis l'indépendance nationale des efforts considérables pour la promotion de la recherche scientifique, les échanges fructueux entre les peuples et la coopération entre les gens de science. Le programme comprend deux volets. Un volet scientifique où le droit médical et l'éthique médicale, la médecine légale clinique, la pathologie médicale et la génétique occupent une place particulière avec des thèmes variés qui seront exposés et animés par de prestigieux spécialistes très connus sur le plan international. Les orateurs méditerranéens, mais aussi allemands, australiens, belges, canadiens, écossais, émiratis, finlandais et suisses vont nous donner l'excellente occasion d'échanger nos expériences et de confronter nos idées. Le deuxième volet est un volet touristique qui ne manquera pas de vous plaire avec la visite de quelques sites qui nous plongeront dans le passé d'une terre qui a toujours été au confluent des cultures qu'elle a su préserver malgré les erreurs, apportant ainsi sa contribution à l'essor de la civilisation méditerranéenne. Je ne peux terminer mon propos sans saluer mon maître, le professeur Michel Durigan, et je souhaite un prompt rétablissement à son épouse Geneviève. Ce maître qui n'a ménagé aucun effort pour participer activement à Constantine comme en France à la formation de la grande majorité des médecins algériens. Un mot quand même, vous me permettrez, je suis quelquefois égoïste, je salue mon père ici présent, qui est venu de Soukaras et qui nous a toujours dit le savoir et le service public et l'État algérien et la nation algérienne. Enfin, nous sommes persuadés que tous les Constantinois vous réserveront le meilleur des accueils et vous feront un grand sourire là où vous passerez. Je vous remercie tous. Je vais donner la parole maintenant au professeur Frontella Luis Carret. Illustre autorité, chers collègues et amis, mesdames et messieurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre ambivalent et sincère hommage au président Christian Ronaldo décédé, professeur de l'application, chers collègues et amis. Une justice me traîne en razón du décès de la situation. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Comme toujours besoin de lui. Nous avons besoin de sa carrière, de sa qualité de sa qualité d'animateur de notre société méditerranéenne dans le Sénégal. Mais nous avons aussi besoin toujours, et pour toujours, de son amour et de son esprit bienveillant. La planificación hay que hablar total humanista, es decir, cada vez sentimos reuniones generosité. Il était infatigable travailler qui a toujours fait preuve de la puissance d'espérance au travail, ainsi que d'une extrême gentillesse. Soucieux toujours des droits humains à la vie, hay que tutto de sa vie a été réfléchi que l'homme a mieux se connaître et a mieux vivre. Avec nous ceci et son travail scientifique, dans le cas du projet nous permet de faire un petit esprit. Il a été entre autres professeur de la faculté de médecine
Presidente du Comité national d'évaluation des activités scientifiques, guardián de la Faculté de Medicina de Toulouse, responsable de l'enseignement de la médecine rurale et de la médecine de travail de la Faculté de Medicine de Sousse. Chef de service de médecine rurale à l'hôpital Saint-Nicole de Toulouse, membre du Comité national d'éthique médicale et président de l'association technique, un membre correspondant étranger de la Société de médecine rurale et de criminologie de France. Et tout cela n'est qu'un petit extrait de son immense travail. Ce qui lui a fallu carrément de distinction honorifique. Et une fois depuis le cérémonie, ceci n'est qu'un petit extrait de sa longue liste de distinction. Mais au-delà des travaux et de l'autre, il y a l'homme. Celui qui a toujours mérité mon admiration et m'a appliqué affection. Soit bon, c'est affectueux sentiment à la mémoire de notre chef admiratif caché. Permettez-moi de l'agradecer d'avoir mépris sans cesse et sans sentiment à la relation que tous a famille et amis. Il est une tradition féliciter l'organisateur du tournoi pour le féliciter par les motifs diverses et même par politesse. Mes félicitations au professeur de la CARA sont bien différentes, car j'ai fait tout mon cœur, avec tous les mérites et loin de la pure et simple politesse. Si je dois donner au professeur de la CARA tout sortes de compliments concernant le fait d'avoir organisé ce degré, très bien programmé, d'ailleurs, et poursuivre le cadre scientifique habituel de tout congrès, il y a tout de même deux motifs de plus que la condition que le professeur de la CARA mérite une très sincère félicitation. Le premier motif est qu'il n'y a pas seulement esquissé un signe congrès, mais qu'il a toujours été soucié d'assurer la splendeur à un hôpital venu conférencier pour parler de différents sujets de l'intérêt médical. Cette initiative est un grand effort au niveau de l'organisation, ce qui était une issue financière. C'est la versale formative de l'Union. Je n'ai pas oublié d'ajouter un troisième motif de félicitation au président du Congrès, le professeur de la CARA appellative, de son exquise hospitalité, ainsi que de preuves d'affection et amitié. Je félicite aussi de tout mon cœur les médecins de l'Algérie, parce qu'ils ont accompli un devoir guadagnapé avec le président du Congrès, à lui couvrant la de sa actualité. C'est une obligation car dans ce Congrès, les médecins algériens présentent approximativement 70 communications, les plus nombreuses d'Algérie. Je remercie au nom de la Société méditerranéenne de médecine légale l'apport scientifique des congrès et conférenciers de l'Algérie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, les Émirats arabes, l'Écosse, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, la Libye, le Maroc, le Portugal, la Suisse et la Turquie. Nous croyons qu'il était indispensable d'essayer d'être spécialiste pour exercer la médecine légale, étant garantie d'un minimum de formation en vue de l'important rôle social de notre spécialité, et non plus que le péril peut occasionner par rapport à l'honneur, la liberté et l'économie des personnes. C'est là, si, novembre
2006, nos professeurs de médecine légale d'Espagne, nous avons reçu la malheureuse nouvelle que le gouvernement a préparé un projet de loi où l'on prétend supprimer la spécialité de médecine légale. Au nom des professeurs de médecine légale, je demande d'élever au niveau international pour faire appliquer au gouvernement espagnol notre opinion concernant la disparition de cette spécialité en médecine légale en Espagne. Notre société méditerranéenne de médecine légale constitue, à mon avis, une société parfois indifférente de celle qui se charge uniquement de la richesse concrète. Se caractérise par l'amitié. Merci beaucoup. Monsieur le général de la commandant de la 5e région militaire, Monsieur le voilier de la wilaya de Constantine, Monsieur le président de l'API de Constantine, Monsieur le président de l'APC de Constantine, Monsieur le recteur de l'Université de Constantine, Monsieur le procureur de la République, Monsieur les représentants de hautes autorités militaires et civiles, Monsieur le président de la Société méditerranéenne de médecine légale, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République tunisienne, Monsieur le président du comité d'organisation des 17e journées de médecine légale, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, chers amis, au nom de la communauté médicale de la faculté de médecine de l'Université de Constantine, je vous souhaite à tous la bienvenue parmi nous. Nous adressons un salut chaleureux à nos collègues qui sont venus de loin, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, ainsi qu'à nos voisins des pays du pourtour du bassin méditerranéen. Nous vous remercions sincèrement d'être venus nous honorer en participant à ces importantes journées de sciences, de savoir et de culture. Le programme de travail est ambitieux, riche, pluridisciplinaire. Il aborde des sujets d'actualité nationale et internationale comme l'éthique, la toxicologie, le regard éthique médical, la responsabilité médicale, la violence avec ses multiples aspects, agressions sexuelles et traumatismes particulièrement, le progrès des sciences fondamentales, surtout de la biologie moléculaire, a permis au cours de ces dernières décennies un formidable espoir de la médecine légale. La riche expérience et le niveau de compétence des éminents spécialistes qui sont parmi nous ont un certain nombre de résultats et des répercussions pratiques dans le fonctionnement des services de médecine légale de notre pays. Cette rencontre est également une occasion pour nous connaître, nous apprécier et tisser des relations et des travail. Il existe, et je ne peux m'empêcher de l'évoquer, un vieux proverbe arabe qui dit que la connaissance des hommes est comparable à un trésor. Je voudrais, au nom de mes collègues, féliciter le professeur Bachar Abdelaziz, chef du service de médecine légale du Centre hospitalier universitaire de Constantine, ainsi que chaque membre du comité d'organisation pour le travail colossal accompli pendant plus d'une année. Travail laborieux, méticuleux. Je le remercie d'avoir réuni dans une même manifestation scientifique des universitaires de différents horizons. C'est un exemple de pluridisciplinarité. Je voudrais terminer mon intervention par une note d'espoir. J'espère que dans les années à venir, une autre rencontre de la Société méditerranéenne de médecine légale puisse se tenir dans la prochaine et nouvelle université de Constantine. Projet grandiose qui accueillera plus de 50 000 étudiants et qui fera de cette ville universitaire une métropole de la science et du savoir. Constantine sera certainement et enfin en harmonie et sera enfin en harmonie avec sa prestigieuse histoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation de ces journées internationales de médecine légale.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى صحبه وأهله إلى يوم الدين. سيادة اليوم السيد رئيس الجمعية المتوسطية للطب الشرعي، السيد رئيس لجنة تنظيم فعاليات الأيام الدولية للطب الشرعي، سيدات الفضليات، سادات الأفاضل، الحضور الكريم، ضيوفنا الكرام، أسرة العلماء، اسمحوا لي أن أرحب بالسيدات والسادة الكرام الذين أجبوا دعوتنا للمشاركة في هذه التظاهرة العلمية الكبيرة من نوعها في مدينة قسنطينة العتيقة. Mesdames, Messieurs, honorable assistance, permettez-moi au nom de la communauté hospitalo-universitaire de Constantine de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à nos invités particulièrement étrangers dans l'antique Occident, ville millénaire, cadre de la science et du savoir, et un berceau de civilisation et de culture de la Méditerranée. À l'occasion de cette importante première manifestation internationale pour son caractère scientifique de médecine légale, organisée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, témoignage de l'intérêt de la plus haute communauté du pays et que cette rencontre jouit de l'époque qu'elle jouit au plus belle. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement et féliciter chaleureusement mon collègue et ami le professeur Abdelaziz Benouguer d'avoir bien voulu relever le défi et gagner le pari d'organiser une telle rencontre à Constantine en y regroupant autant de personnalités scientifiques de rang de 17 pays de tous les continents. Cette rencontre inclut également des partenaires institutionnels et acteurs nationaux concernés par la prise en charge des aspects médico-légaux que je salue et je remercie pour leur participation. La médecine légale en Algérie, longtemps reconnue par le grand public, par la synonyme de détresse, voire un grand malheur dans son intention, commence à perdre de cette vision grâce au travail et à l'approche pédagogique qui ont cessé de développer les praticiens légistes par l'institution nationale et internationale. Cette réflexion de l'idéologie de la stabilité et l'établir des relations très fortes entre les différents partenaires et qu'elle est essentielle pour l'avenir de nos institutions et au-delà de la véritable progrès culturel et social de notre pays. Au vu de la richesse et de la diversité du programme de ces 17e journées internationales méditerranéennes de médecine légale, celle-ci représente en effet un lien singulier d'interaction pluridisciplinaire et de synergie entre les tutelles, organismes de recherche, collectivités locales et territoriales, pour l'approche intégrée des problèmes médico-légaux qui seront débattus et abordés lors de ces 3 jours d'échange entre les imminentes personnalités scientifiques et les pouvoirs publics. De par son importance, dans la société, la médecine légale est contrainte d'élargir son audience au plan national et international afin d'accumuler le savoir et l'expérience dans ce domaine et que cette rencontre, ambition de lancer avec l'appui et les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, tel que souligné dans son programme qui plaide pour le développement d'un partenariat durable en matière de connaissances, de techniques nouvelles et percées scientifiques. Aussi, il n'en devrait pas moins que la médecine légale installe les autres disciplines médicales, a fait un saut qualitatif important en confrontant les données et des moyens technologiques et scientifiques pour approcher au mieux la vérité scientifique liée à l'exercice de cette discipline. Convaincu que vos échanges et confrontations d'idées permettant à la médecine légale et à ces disciplines connexes de se développer harmonieusement pour tendre vers une unicité réelle et éthique pour résoudre les problèmes rencontrés et les attentes de la société dans ce domaine. Permettez-moi aussi d'exprimer un grand merci d'avance pour toutes vos contributions qui renforceront sans doute le maillage méditerranéen
de la médecine légale par l'amélioration de la qualité de la formation, génératrice d'innovation et de recherche pour un meilleur transfert et utilisation des connaissances dans cette spécialité. Il est également nécessaire, de mon point de vue, de moderniser et de transformer les relations des structures hospitalo-universitaires avec leurs partenaires institutionnels pour donner des moyens d'exercice à ces acteurs dans ce contexte national exigeant et international de plus en plus présent. Je ne saurais conclure mon intervention sans rendre un hommage au président d'État, Abdelaziz Rcham, décédé il y a quelques semaines avant la tenue de ces journées, au nom de toute la communauté hospitalo-universitaire de Constantine pour les efforts qu'il a déployés au profit de cette prestigieuse société savante que Dieu accueille dans son vaste paradis, en émettant le vœu de pérenniser les actions menées par cette dernière. Enfin, je réitère à tous nos invités nos remerciements pour leur participation, en leur souhaitant encore une fois un agréable séjour à Constantine, et au président du comité d'organisation de ces journées pour m'avoir convié à cette tribune pour vous faire part de la place de la médecine légale réservée à la médecine légale au CHU de Constantine et dans notre système national de santé. Je vous remercie et en vous souhaitant plein succès à vos travaux. Le président du Congrès. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président d'avoir accepté de parrainer ce congrès. Je remercie aussi les autorités locales pour cette organisation et tous les invités donc, venus de 17 pays donc, du bassin méditerranéen et d'autres parties du monde. J'espère que pendant ces 3 jours, nous allons bien travailler pour la promotion et pour l'évolution de la médecine légale, donc aussi bien en Algérie que dans les autres parties du pays. Et je tiens aussi à rendre hommage à tous les médecins légistes qui sont décédés. D'abord notre maître, le professeur Hacham, qui a justement donc, travaillé pour la promotion de la médecine légale, aussi bien à Tunis, au Maghreb et aussi dans le monde. Et je tiens aussi à rendre hommage aux médecins légistes qui sont décédés, le professeur, donc, le docteur Lahash Faïda, qui est décédé à Babelouet, donc au cours des inondations, le 10 novembre 2001, et le professeur, notre maître, le professeur Halouz, donc chef de service à Oran, qui est décédé lui aussi, et au professeur Abbas, donc, qui a été un des chefs de service et un des promoteurs de la pneumologie, donc, à Constantine. Je remercie encore une fois donc, tous les médecins légistes et qui ont bien voulu venir assister donc, à cette manifestation. Et je remercie le Wali de Constantine et le comité d'organisation à la tête du professeur Abdelaziz Ben Hafed. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Wali de Constantine, Monsieur le recteur de l'Université de Constantine, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Constantine, Monsieur l'ambassadeur du Tunisie en Algérie, Monsieur le directeur général du CHU de Constantine, Monsieur le président des 17e journées des méditerranéennes de médecine légale, Monsieur le vice-président de la Société méditerranéenne de médecine légale, vous m'avez confié cette mission et en cette cérémonie solennelle d'ouverture d'évoquer le souvenir de notre cher regretté, le professeur Abdelaziz Rcham, président de notre Société méditerranéenne de médecine légale. Nul doute que c'est en ma qualité tout d'abord d'élève de notre cher disparu, mais également en ma qualité de secrétaire général de la Société méditerranéenne de médecine légale. Il est difficile de dominer l'émotion qui tempère ma pensée
en raison de la disparition de notre cher retraité. La mort a voulu de lui le 2 octobre 2006, avant de voir réaliser son vœu de se déplacer à Constantine et d'être parmi nous. Le président de la Société méditerranéenne de médecine légale, le professeur Rachel, n'est plus et n'est pas à cette tribune officielle pour l'ouverture solennelle. Nous sommes privés de son discours bien écouté, avec une élégante élocution et riche de pensées généreuses. Et en pensant à sa mémoire, je trouve qu'il est de mon devoir, et de mon premier devoir, de demander à M. le Wali de Constantine de bien vouloir transmettre à son Excellence, M. le Président de la République algérienne, nos respectueux remerciements pour la bienveillante attention accordée à la demande de notre retraité président, le professeur Rachel, et de nous avoir fait l'insigne honneur d'accorder son haut patronage à ce congrès qui se tient pour la première fois en Algérie. Je vais transmettre, M. le Wali, à M. le Président de la République algérienne, l'expression de la défervente reconnaissance et la profonde gratitude des membres du conseil d'administration de la Société méditerranéenne de médecine légale. À mon collègue et ami le professeur Abdelaziz Belhaket, j'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance en tant que secrétaire général de la Société méditerranéenne pour avoir accepté d'organiser ces 17e journées à Constantine. Le professeur Belhaket, qui a su réunir les qualités du cœur et de l'esprit, qui se distingue par ses nobles qualités humaines, son culte profond de l'amitié et de la fidélité, son dynamisme dans la discrétion, je lui exprime mon amitié sincère et indéfectible. J'exprime également mes remerciements à tous ceux qui vous ont aidés, les autorités universitaires, hospitalières et administratives de Constantine, ainsi qu'à vos collaborateurs et les proches membres de votre famille, notamment Mme Belhaket. Vous nous avez réservé à ces journées un programme dense, enrichi certes d'activités scientifiques, mais également d'activités culturelles et touristiques. Soyez-en vivement remerciés. Honorables invités, mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, le professeur Abdelaziz Rachel, que la mort nous a ravis, a présidé les destinées de notre Société méditerranéenne de médecine légale avec abnégation, dynamisme, loyauté et compétence. Notre Société de médecine légale a été fondée en 1976, le 15 mai 1976. Elle fête donc cette année son 30e anniversaire. Après les regrettés professeurs Jean-Pierre Saïd Ouahdia, il lui a dit dans le discours terminal de l'Assemblée générale de notre société, non seulement notre attente n'a pas été déçue, mais plus encore, le succès enregistré par ces assises que vous avez organisées a dépassé toute espérance. Puis, après Amanette, les 14e journées ont été organisées au Portugal, qui fait partie intégrante de la péninsule ibérique. Ce congrès a été majestueusement organisé par notre collègue et ami, le professeur Vieira, en plein Atlantique, à la magnifique île de Madère, contribuant ainsi à raviver la grande flamme de la médecine légale universelle. Mesdames, Messieurs, la Société méditerranéenne de médecine légale vient de perdre son président et l'un de ses meilleurs représentants. Il est décédé le 2 octobre 2006 après l'admirable courage qu'il a montré dans la dernière épreuve de sa maladie. Nous honorons aujourd'hui sa mémoire. Nous lui rendons un grand hommage pour tout ce qu'il a fait pour rapprocher les médecins des deux rives de la Méditerranée. J'espère que nous continuerons à promouvoir davantage cette mission au sein de la Société méditerranéenne de médecine légale. À Mme Rachel, présente parmi nous, avec son fils Béchir et son épouse, à ses enfants Taïb et Lim, nous renouvelons nos sentiments de compassion et les assurons de notre indéfectible attachement à la mémoire de notre regretté Sir Abdelaziz. Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l'accueille dans son éternel paradis.
Je vous remercie pour votre attention. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين سيد رئيس قسم الجامعة السلطات العسكرية والمدنية، سيد رئيس المجلس الشعبي الولايي، سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، سيد النائب العام، سيد رئيس مجلس قضاء قسم الجامعة، جميع السلطات بدون استثناء، ثم أثني بسعادة سفير تونس الشقيقة وقنصل النابة وكل الظروف من أي مكان كان. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا استمعت بهذه القاعة التي كانت تقريبا إذا ما مش أسبوعيا هي اليومية تجمع نخب كثيرا من الجزائر وخارج الجزائر. تذكرت الآية القرآنية التي تقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكلمة التعارف مشتقة من المعرفة، ونحن في ندوة ملتقى العلم والمعرفة. ثم أيضا شفت أن هذه الكرة الأرضية بمسافتها الكثيرة أصبحت قرية صغيرة في ساعات قليلة تجمع هذه النخبة الكبيرة لهذه القاعة الشيخ محمد مديس، وفي جامعة الأمير عبد القادر، وفي قسنطينة، وكلها أمور تتم على عراقة الجزائر وقيمها العلمية والحضارية. وفي موضوع مهم جدا نعتني به كثيرا في جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية، وهو كل ما له علاقة بالإنسان، لأن الإنسان هو الذي سيد المخلوقات وهو الذي كرمه الله سبحانه وتعالى منذ آدم إلى اليوم وإلى الأبد. فكل العلوم فهي في خدمة الإنسان وخدمة المخلوقات الموجودة. والموضوع هو الطب الشرعي الدولي 17 لبلدان البحر الأبيض المتوسط، له علاقة أيضا بالعلوم الطبية، العلوم الحيوية، والعلوم القانونية والعلوم الشرعية. وموجودون هنا أيضا نخبة من الأطباء والعلماء والقضاة والمهتمين بالقانون والمهتمين بالعلوم الشرعية. ولهذا فهذا المؤتمر هو مؤتمر حقيقة نوعي يتميز كثير عن كثير من الملتقيات. والقاعة ما شاء الله لا نشوف فيها ديانا وكل الناس مهتمين بهذه الكلمات اهتمام كبير. إذا باسمي الخاص باعتبار رئيس هذه الجامعة، باسمي لا أقول شكرا قصدي نفسي بالرؤية الذي يؤدي وسيد رئيس المجلس الولايي، وأقول طالما وموظفي وعمال وأساتذة جامعة الأمير عبد القادر يرحبون بالجميع ترحيبا كبيرا، ونتمنى أن يكون الملتقى 4 أيام، وإذا كانت في زيادة يومين إن شاء الله يعود مرة أخرى ويكون أكثر وأكثر وأكثر. مرحبا بكم اليوم وغدا وغدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السيدات والسادة الأفاضل، ضيوف مدينة قسنطينة الكرام، إنه شرف عظيم لي شخصيا ولمدينة قسنطينة أن تحتضن هذه الطبعة 17 من مؤتمركم الدولي حول الطب الشرعي الذي يجمع بالأساس دول حول البحر المتوسط في هذا المجال، ولكن أيضا بمشاركة من دول أوروبية أخرى من أمريكا الشمالية وأيضا من دول الخليج العربي. هذا المجمع العلمي العالمي المتميز زاده لمعانا أنه يعقد تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ولكن سعدت أيضا بأن وجهت إلي الدعوة لحضور افتتاحية هذا الفضاء العلمي وسط هذا الجمع الكريم من أهل المعرفة والاختصاص في مجال الطب الشرعي، والتي ما كان أن يغنيني عن تلبيتها كثرة انشغالاتي المهنية. جئت وقناعة راسخة تحدوني بأن حضوري إلى مقامكم الرفيع هذا هو بالدرجة الأولى تشريف لي شخصيا قبل أن يكون حضوري هذا إليكم بدافع الشعور بواجب رد شيء يسير من جميلكم الكبير. لذلك جئت لأقول لكم بكل عفوية
وبساطة أيضا شكرا على اختياركم مدينة قسنطينة منزلا للقائكم الرفيع هذا. هذه المدينة المتلهفة لاسترجاع ماضيها التاريخي كحاضرة من حواضر منطقة المتوسط بل العالم، هي اليوم فخورة بوجودكم بين أحضائها، تتذكر بكم مجدا تتطور إليه من جديد، وتشهدكم أنها عاقلة العزم دون كلل أو ملل على أن لا تتنازل على هذه المكانة، فهي حكميتها آلية ومستقبلية بحكم عوامل التاريخ والمكان والإنسان، والتي جعلت قبل قسنطينة أن تبقى إحدى حواضر منطقة المتوسط مهد الحضارات الإنسانية على مر العصور. أيها السيدات والسادة ضيوفنا الكرام، لئن كان لقاءكم اليوم من أجل تبادل المعارف والخبرات وما توصلت إليه عبقرية الإنسان في مجال اختصاصكم مجال الطب الشرعي، فثم أن لكم أيضا في قسنطينة يوم تشاهدون فيه التاريخ بدلا أن تقرأوا عنه وتتطالعون فيه مع جمال الطبيعة وأصالة العمران، وستتعرفون فيه أيضا إلى كرم وقيمة الإنسان في هذه الرقعة من أرض الجزائر الوديعة، أرض السلام والمحبة والإيمان، والتي نعتز بأن نسميها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأم الحواضر وعروس المدائن. فشكرا لمرورهم هذا المنتخب الدولي على اختيارهم بلدنا ومدينتنا تحديدا، هذا الاختيار الذي لا نراه إلا شهادة لا نشك في صدقيتها على ما نحظى به من مكانة في قلوبكم، وهي شهادة تزيدنا إرادة وعزما على المضي والثبات على باب التطور والعصرنة، ترافقنا في ذلك أصالتنا وهويتنا الحضارية التي هي من قيم وميراث الإنسانية جمعاء. أمانينا كل أمانينا أن تلاقوا عندنا ما تتمنون، وأن نرد لكم جميعكم هذا وأن تحملوا عنا عن المدينة والإنسان في قسنطينة من الذكريات أطيبها، وأن نراكم تعودون إلينا مرارا وتكرارا، فهذا البلد بلدكم والأهل أهلكم، فأهلا حببتم وسهلا نزلتم وطال مقامكم في هذه البلدة الطيب أهلها وهوارها، ووفقكم الله لما تسعون إليه مرة أخرى. وقبل أن أقول السلام عليكم اسمحوا لي أن أعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qu'il me soit permis de remercier les autorités de ma bonne ville de Sontina, M. Louali, les autorités civiles et militaires, notamment mes amis médecins, le professeur Benharkat, mon très cher professeur Belkadri, qui m'ont donné l'occasion de venir dans ma région natale, je suis né à Skikda, et de partager avec vous les heures de fraternité. Je remercie ici présent le professeur Azout qui est avec nous à Paris, s'occupe infiniment de la culture que nous voulons diffuser de notre terre natale, l'Algérie, à tous vos frères, à toutes vos sœurs, du Constantinois, de l'Algérois, de l'Oranie, du Sahara, qui sont les musulmans, la majorité des musulmans de France. En ma qualité de recteur de la mosquée de Paris, qui essaye, mon très cher Sibelil, mes chers frères, salam alaikum, qui essaye de représenter notre islam des traditions, l'islam de nos ulama, du Cheikh Ben Badis, puisque avant moi il y a le Cheikh
Abbas Hussein, qui était mon prédécesseur recteur à la mosquée de Paris, qui a été suivi par un autre grand professeur de médecine, celui-là, Cheikh Tijani Haddam, et nous assurons une pérennité de la présence de notre pays dans cette institution prestigieuse s'il en fut, Inch'Allah, dans, je dirais, la vie, dans le mouvement de l'islam, notamment en Europe et bien sûr en France. Ikhwani et akhawati, je suis extrêmement honoré de retrouver ma terre natale et l'endroit où je suis né, dans une circonstance où je vois que la médecine légale se hisse au niveau international et que grâce à toutes les sommités ici évoquées tout à l'heure, M. le doyen de la faculté du CHU de Constantinople, la notoriété de cette institution qui est l'Institut de l'Amir Abdelkader, diffuser la connaissance et permettre à nos nombreux étudiants et étudiantes de partager, de participer au mouvement international de la connaissance. Il me plaît particulièrement, Ikhwani et Akhawati, d'être à l'Amir Abdelkader parce qu'aujourd'hui même, je peux vous l'annoncer, à Paris, inaugure la place de l'Amir Abdelkader à Paris. Donc après près d'un siècle après la mort de l'Amir, ou plus d'un siècle, c'est une justice rendue à l'histoire de notre pays, à l'histoire de ses luttes et à l'histoire de ses sommités. Et Amir Abdelkader est pour nous l'exemple à suivre, l'exemple national, celui qui qualifie au mieux la personnalité algérienne vue de chez nous ou de l'étranger. Le sujet que m'a proposé mon cher professeur Merharkat concerne les éléments de la bioéthique. Bien sûr, je ne suis pas un médecin légiste, mais disons que mes souvenirs de médecin m'ont montré combien la science médicale a évolué. Quand j'ai commencé la médecine, il y a de cela plus de 40 ans, on avait un cours qu'on appelait la biologie, et cette biologie se préoccupait des animaux, des végétaux, mais ce n'est qu'à partir des années 67 qu'avec la première greffe du cœur, au Cap, que là, véritablement, l'éthique, la loi et la bioéthique ont donné à la science médicale une dimension biologique, universelle, humaniste et humanitaire. Naturellement, l'islam a été associé très tôt au débat bioéthique et j'en veux pour preuve les positions concernant les greffes d'organes, concernant la contraception, concernant l'interruption de grossesse, concernant le sida, concernant le clonage et aujourd'hui concernant l'embryon. Donc, cette lente évolution de la pensée religieuse de l'islam, al-Khawa, ne s'est pas faite du jour au lendemain. À partir de positions extrêmement rigides, on voyait un grand mal à la greffe d'organes, les savants de l'islam, suivant en cela l'œuvre et l'effort de nos frères médecins, professeurs, chirurgiens, obstétriciens, et qui ont démontré que la rigidité dans un domaine où la charia, la loi de l'islam, est une loi avant tout une loi vivante, je dirais même c'est une loi de vie, a permis à nos théologiens d'Al-Azhar, de la Zitouna, d'Alger, d'Oran et naturellement de tous les lieux où on discute de bioéthique, notamment en Arabie Saoudite ou dans les pays musulmans comme le Liban, où j'ai participé avec des médecins libanais francophones sur le débat de ces nouveautés, de ces avancées de la technoscience médicale, nous a permis donc d'avoir maintenant un corpus de possibilités d'intervention. La première loi de l'islam concernant la bioéthique est une loi de vie. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Yahyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc la loi de l'islam, et c'est le don de vie que Allah donne à chaque individu, et à un moment qu'il a décidé
de même que la mort est un moment que Dieu seul décide et gère. Et là, nul ne saurait ni l'avancer, ni le reculer. Le Coran dans la sourate 6, Al-An'am, verset 151, dit « Ne tuez pas une vie qu'Allah a rendue sacrée. وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » Là, toute la problématique de la bioéthique se pose là. Premièrement, vous avez remarqué « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ » Ça veut dire que Dieu a rendu interdite. Et là, je vous demande à l'assistance de remarquer qu'il n'est pas dit « lati qaddasaha Allah ». Donc la vie n'a pas un caractère sacré dans le sens où, et j'insiste, elle serait l'émanation de l'essence de Dieu. Min dhat Allah, pas du tout. Lati harram Allah. Allah yahyi wa yumit, Allah harrama yani al-hayat. Donc, il l'a bil haqq. Donc vous pouvez éventuellement porter une atteinte à la vie, lui mettre un terme, et il l'a bil haqq. Alors tout le problème de la charia de l'islam est de savoir où est le haqq, où est le batil. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhuna 'anil munkar. Donc la recherche de la bioéthique musulmane est toujours de savoir ce qui est le bien et ce qui est le mal, ce qu'on appelle la morale. La morale de l'islam est basée, comme chacun sait, la charia. Qu'est-ce que la charia? La charia, elle est basée sur la aqida, c'est-à-dire le dogme. Ce que nous avons notre credo, c'est la aqida, c'est la base de l'islam, et tout musulman applique la aqida, notre dogme. Mais le deuxième pilier, c'est le fiqh, c'est l'ihsan, c'est le mu'amalat, c'est le comportement du musulman pour toujours chercher dans son action ce qui plaît à Dieu et de s'éloigner de ce qui l'éloigne de Dieu. Voilà le bien, l'ihsan du point de vue de l'islam qui est basé avant tout sur la niyya et l'amal bin niyyat. Donc, la notion du bien, c'est respecter le Coran. Si le Coran ne donne pas, il y a un problème qui n'est pas signalé dans le Coran, c'est la sunna. Pour nous qui sommes sunnites, c'est l'exemple ou les dires du prophète sallam qui vont nous indiquer notre position. Et si on ne trouve pas là, alors nous entrons dans le domaine de l'ijtihad. Et nous, les musulmans du Maghreb et en France, nous appartenons à l'école malikite de l'imam Malik, qui a dans les principes du droit de l'islam la position de al-maslaha al-amma. Ça, c'est un problème extrêmement important que dans deux problématiques de choix, il faut voir l'intérêt général. Je prends un exemple, les greffes d'organes. Est-ce un bien, est-ce un mal? Mais à partir du moment où nous avons le verset coranique qui dit que quiconque donne la vie à un être humain, c'est comme s'il avait donné la vie à tout le genre humain, à ce moment-là, al-maslaha al-amma est évidente. Et au début, les greffes d'organes étaient interdites. Aujourd'hui, nos chirurgiens font des greffes d'organes, des greffes de reins, et pas plus loin qu'à Tunis, où j'avais mon ami le professeur Zmigli, avait posé ce problème à la Zitouna, qui a réglé le problème dans ce sens. Donc, le maslaha al-amma et le maqasid. Ibn Khaldoun nous a indiqué aussi que la loi de l'islam est une loi dans les finalités ultimes. Donc le maqasid doit être tenu en compte par le mujtahidoun aujourd'hui pour donner ou décider d'une position. De ce point de vue-là, pour entrer dans le sujet qui nous est demandé, le respect du corps humain au-delà de la vie est aussi un respect de l'islam. Dans la sourate Fussilat, il est dit que les corps parleront. Parce qu'ils seront les témoins des âmes, étant donné que Dieu les fait parler. Donc le corps humain est mis à la disposition de l'homme, non pas comme une propriété, mais pour le rendre dans des conditions de dignité et des conditions d'intégrité. Ce qui pose des problèmes pour les prélèvements d'organes. Et enfin, dans le débat sur les problèmes bioéthiques, l'éthique religieuse intervient sur trois plans. Sur le plan des droits et devoirs vis-à-vis de soi, haqq al-nafs, les droits et devoirs vis-à-vis des autres, haqq al-nas,
et les droits et devoirs vis-à-vis d'Allah, haqq Allah. Je ne veux pas prolonger les références coraniques, simplement que le Coran demande aux médecins d'être un homme de science. Seuls les savants craignent Dieu parce qu'ils savent la puissance et l'immensité infinie de Dieu. Donc la science est une des éthiques du médecin musulman, ce qui va nous permettre d'aborder le dernier sujet qui m'a été demandé, le problème de l'embryon. Alors, l'embryon humain, pour ne pas alourdir l'exposé, répond aux définitions, aux indications de la sourate Al-Mu'minun, sourate 22, verset 14. Et là, c'est fondamental. Qu'est-ce que dit l'ayah 14 de la sourate Al-Mu'minun? Elle dit, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile et nous en fîmes une goutte de sperme, nutfa. Donc la première phase de l'embryon dans l'islam est la nutfa, déposée en un réceptacle sûr, fi qarar makinin, et puis nous en avons formé, khalaqna de cette nutfa, une adhérence, alaqa, deuxième phase. Et troisième phase, puis nous avons fait une masse, une mudra, et de cette masse avons fait des os, des muscles. Ensuite, nous avons transformé cette masse en une toute autre créature. Khalaqan akhiran. Dieu est le meilleur des créateurs. Allahu ahsanul khaliqin. Donc, les savants musulmans considèrent que l'embryon suit 4 phases et le prophète de l'islam a dit que chacune de ces phases était une phase de 30 jours. Donc, à l'évidence, les 4 phases de l'embryon sont de 120 jours. Et les ulama, selon les écoles, je n'entrerai pas dans le débat bin Shafi'i, bin Hanbali, Maliki, mais grosso modo, la plus littéraliste des écoles, le Hanbali, estime que les 4 phases de 120 jours sont la limite à partir de laquelle un ruh entre dans l'embryon et il devient une personne humaine. Donc il y a une distinction dans le fiqh de l'islam entre l'embryon avant 120 jours et l'embryon après 120 jours qui est doué d'une personnalité et d'une personne que Dieu a voulu. Mais dans le travail des ulama de l'islam, et j'ai pris le travail de Sheikh Hamani, qui est le grand qui a fait des iftas sur cette question, il indique que selon le Qurtubi et selon les écoles shafi'ites, hanafites et malikites, l'interruption de grossesse n'est pas considérée comme un homicide, parce que normalement, dès la conception, dès le jour J de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, il y a vie humaine. Et donc, du point de vue islam, c'est la vie, il ne faut pas y porter, ce serait un homicide. Donc, pour lui, non, il n'y a pas homicide, même s'il est pratiqué pendant la 3e quarantaine. Donc, pour lui, jusqu'à 70 jours, 3 fois 40, 120 jours, 3 périodes de 40 jours, donc 120 jours, il n'y a pas homicide, il y a simplement interruption de grossesse, et car le fœtus n'est pas formé. Et là, j'ai relevé une erreur de mon ulama qui dit que le fœtus n'est pas formé comme personne humaine et que cette formation se définit par l'apparition des yeux et des doigts. Or, en médecine, l'apparition des yeux et des doigts sur un embryon répond à un embryon de 6 semaines, c'est-à-dire maximum, mesurant 12 mm. Donc, n'exagérons pas les 120 jours qui dépassent largement, tous les médecins ici présents peuvent nous dire qu'à 120 jours, on a largement dépassé le stade embryonnaire pour entrer dans le stade fœtal. Et là, donc véritablement, la limite où un médecin peut intervenir, éventuellement en cas de, et ça, le fiqh islamique a défini l'intervention du médecin qui n'a, dans le cas présent de l'interruption de grossesse, qu'un seul objet. Il n'y a pas d'IVG chez nous. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, du point de vue islamique, n'a pas sa place d'être, c'est une ITG, c'est une interruption thérapeutique de grossesse,
qui doit tenir compte de l'état de la mère. Là, en France, en Europe, on a beaucoup de cas où la santé maternelle indique qu'il faut intervenir sur l'arrêt de la grossesse. Mais les ulama de l'islam acceptent l'ITG, mais dans le cas, je termine mon cher professeur, que dans le cas où cette santé est mise en cause. Et je me souviens des débats en France et en Europe sur l'IVG, on a mis au point au niveau du planning familial un examen médico-psychologique de la mère qui fait que, dans certains cas, si ce n'est pas le médecin qui fait le diagnostic d'un risque létal, eh bien, c'est aussi l'état mental. Donc, je termine. Dans les cas que vous avez rencontrés de DPN, diagnostic prénatal, qui vont détecter des malformations génétiques, qui vont pouvoir entraîner des décisions médicales, des décisions familiales du DPI, le diagnostic préimplantatoire. Et nous avons des spécialistes qui font le diagnostic préimplantatoire avant de ce qu'on appelle les fécondations in vitro pour créer les conditions de la naissance d'un enfant où on doit faire un DPI, un diagnostic préimplantatoire. Donc les détections de malformations, des anomalies vont donc nous amener à une considération nouvelle médicale, mais aussi, j'insiste, Inch'Allah, puisque le conseil génétique est saisi de ces questions, que dans le cadre d'un conseil, qu'il y ait des médecins, bien entendu, des religieux, bien sûr, et Inch'Allah aussi de tenir compte de la santé mentale de la mère avant toute décision. Si on ne tient compte que de la santé physique, c'est un domaine insuffisant pour une décision de cette interruption. Je ne vais pas alourdir l'exposé. Quant au clonage, vous avez bien entendu le clonage thérapeutique et le clonage somatique. De ce point de vue-là, mes confrères feront de meilleurs exposés, mais je voudrais simplement vous fixer sur les lois de l'islam, les positions des fuqaha, et qui sont, Inch'Allah, toujours évolutives, et Inch'Allah, avec une collaboration médecin-religieux, on trouvera des lois permettant de faire face à ces urgences. Merci. Salam alaikum.